un vieux barbu qui s'appelait Karl, avait fait en son temps. Et effectivement, pourquoi uniquement parler de marché et pourquoi évacuer de l'exposé la référence au mode de production capitaliste en ces transformations mondialisées actuelles? Alors je sais que cette question va peut-être irriter, mais je pense que moi je ne peux pas la poser. Je réponds? Non, non, c'est pas une question qui mérite du tout. Je suis d'accord pour qualifier le mode de production de capitaliste, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un mode de production, c'est un mystère, qui est fondé sur le fait qu'une production n'a lieu que si elle génère un profit. C'est assez clair. Ce qui est assez clair aussi, c'est... comment dire les choses? Ce qui est assez clair aussi, c'est que quand on étudie, par exemple, les tentatives faites pour penser, puis pour mettre en œuvre des types de coopératives telles qu'elles ont existé, et il se trouve que je me suis beaucoup intéressé à Louis Blanc et à son projet de coopérative ouvrière, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, je ne sais pas pourquoi. On doit s'inscrire peut-être, moi c'est ce que je fais, dans le contexte d'un régime dans lequel effectivement nous admettons que la production n'a lieu que si elle est profitable. Nous voulons, enfin moi je voudrais républicaniser ces régimes, et je pense qu'ils ont été républicanisés, à la fois parce qu'ils ont été républicanisés à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons sur lesquelles on ne revient pas, la concurrence des systèmes soviétiques et autres. Ils ont été républicanisés, ils ont été légitimisés de façon considérable en introduisant justement des mécanismes très imparfaits, je suis d'accord, en particulier en France, sur leur mode de financement, on pourrait en parler, très imparfait de compensation et de production des indépendances, ce que Castel a appelé la production d'une société de semblables et d'égaux. Je pense que c'est un projet parfaitement légitime et je pense que c'est un projet qui aujourd'hui conserve son actualité, contrairement à ceux qui pensent que la social-démocratie n'a qu'un passé et pas un avenir. Je pense que c'est ce dont nous avons absolument besoin. Alors, le problème qui se pose, c'est que cette social-démocratie, elle a été mise en œuvre à une époque où se sont conjoints deux facteurs favorables, très favorables. L'un, c'est que, comment dire, les élites ont oublié Hayek à un moment. Elles ont compris certaines choses. Bon, elles ont compris certaines choses. Elles ont compris la nécessité, non pas d'un compromis, c'est pas comme ça qu'il faudrait parler, mais ils ont compris l'idée que peut-être bien qu'une certaine forme de justice sociale serait non seulement la condition d'une société légitime, mais aussi d'une société productive. Ils ont compris ça, avec un certain sens de l'État, et on doit faire crédit à certains politiciens de droite, si vous voulez, d'avoir compris ça à une époque et d'avoir voulu ceci. Et il y a des exemples historiques en Grande-Bretagne où des politiciens extrêmement conservateurs ont mené un raisonnement qui les a conduits à approuver des dispositifs sociaux d'assez grande ampleur contre des gens qui étaient beaucoup plus conservateurs et beaucoup plus extrêmes dans leur libéralisme. Donc ça, c'est le premier facteur. Il y a eu un sens de l'État des élites, et puis il y a eu un moment démocratique extrêmement fort, dû à la concurrence des systèmes soviétiques, un moment démocratique qui a permis, disons, une poussée dans ce sens, et puis une assise des sociétés sur ce type de modèle. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça a été beaucoup étudié, en particulier par un politologue américain qui s'appelle Colin Crouch, dans un livre qui s'appelle Post-Democracy, l'après de la démocratie, un livre très très important, où il explique que justement les mécanismes démocratiques se sont affaiblis sous l'impact, comment dire, de l'inégalisation des sociétés. C'est un effet mécanique, c'est-à-dire la pyramide qui permet aux citoyens de communiquer avec le sommet est en train de s'écrouler, simplement parce que ceux qui sont en bas ont l'impression que l'État agit de moins en moins en leur faveur, et plus ils ont l'impression que l'État n'agit pas en leur faveur, plus ils se retirent, plus la communication est coupée, plus le sommet se trouve autonomisé, il flotte dans l'air, et on a le spectacle de ça aujourd'hui, et lorsqu'il flotte dans l'air, il se tourne vers ceux qui peuvent financer ses activités, et qui peuvent financer des activités des partis politiques aujourd'hui, et bien les grandes entreprises. Donc le système démocratique est capturé par l'argent, bon ça c'est assez clair. C'est pour ça que, en particulier, les problèmes de financement des partis politiques aux États-Unis sont si importants. Hein, parce que c'est l'avenir, justement, la possibilité qu'une démocratie a de reprendre en main la façon de modeler la société qui est en cause. Et aujourd'hui, ceci est en train de lui échapper pour des raisons qui sont liées à la fois au progrès de l'inégalité et à la manière dont ces progrès de l'inégalité affectent la réalité du processus démocratique, qui a toujours été imparfait, mais qui a eu quand même un certain nombre de certaines réalités. Donc voilà la réponse. Je veux bien parler de capitalisme. Je suis convaincu, mais on peut ne pas partager cette conviction, qu'il
qu'il n'y a pas d'avenir dans la suppression de la propriété privée. Je suis en revanche absolument convaincu qu'il y a un avenir dans une réflexion sur le statut de la propriété qui remonte aux origines du libéralisme et qui montre pourquoi cette société a inventé la propriété privée, pour quelles raisons, et qui montre qu'aujourd'hui ça suppose une prise en compte, disons, du fait que les besoins des autres font partie des raisons qui légitiment la propriété privée. Et aujourd'hui, hein, il y a des réflexions aux États-Unis très très intéressantes, je n'ai pas eu le temps d'en parler, justement de la part d'un groupe de juristes qui s'appellent eux-mêmes des partisans d'une théorie progressiste de la propriété, qui ont mis en œuvre justement cette idée que la propriété n'est pas un droit qu'il faut limiter, mais qu'en tant que droit, il inclut les besoins d'indépendance des autres. C'est-à-dire que vous ne possédez légitimement X que si le fait que X est à votre propriété est compatible avec le fait que d'autres aient accès à des moyens équivalents d'indépendance. Ça, ce sont des réflexions très très importantes qui méritent d'être développées aujourd'hui. Bon, voilà. J'avais juste une demande de précision. Dans la théorie d'Hayek, qu'est-ce qu'il entend par prospérité? Parce que prospérité, dans la période où effectivement on est sur c'est son mode de régulation, ses règles du jeu, on ne peut pas dire que ce soit la prospérité pour tout le monde. Donc c'est quoi une société prospère? Parce que du coup, les arguments normatifs que vous dites puissants, que j'entends bien qu'ils sont puissants parce qu'ils sont une effectivité, et que la puissance c'est aussi la capacité à être effectif. Donc, mais pas en tant que norme, parce qu'en tant que norme, il me semble que là, il y a vraiment des possibilités de dire prospérité, ça veut dire quoi? Je vais vous répondre par une blague anti-soviétique. Qu'est-ce qui se passerait si l'Union... À l'époque, qu'est-ce qui se serait passé si l'Union soviétique avait envahi le Sahara? La première année, rien. La deuxième année, rien. La troisième année, on commence à manquer de sable. D'accord? Donc, l'idée de prospérité, c'est indépendant de la question de la répartition des richesses, c'est une société qui crée de la richesse. Elle crée de la richesse, elle satisfait les besoins, indépendamment de ça. Elle crée de la richesse. D'augmenter la richesse et pas de la... Mais vous savez, il existe des arguments innombrables qui sont très anciens sur le fait que Smith lui-même disait, hein, l'ouvrier le plus mal logé dans notre terre industrielle vit mieux que le roi d'une tribu indienne, que l'Amérique, et ainsi de suite. Nous connaissons ces arguments sur le fait que le niveau de vie est affecté positivement, y compris pour les membres les moins favorisés de la société, par rapport à une société où la propriété privée n'existerait pas, où elle ne serait pas respectée. Ça, c'est une branche. Mais ça, c'est indépendamment des systèmes symboliques. Qu'est-ce qu'une société prospère? Est-ce que c'est une société qui produit, est-ce une société productiviste, ou est-ce une société... C'est une société qui crée des besoins et qui les satisfait. Oui, mais alors du coup, si elle les satisfait, ça ne marche pas. Ben, si elle satisfait plus de besoins qu'une société qui oui, mais ça ne marche pas parce que le sentiment de pauvreté, on sait qu'il est indexé, aujourd'hui en tout cas, on peut avoir une critique normative, en sachant que le sentiment d'être riche ou pauvre est indexé à l'environnement. Oui, mais moi je ne veux pas défendre la conception hayekienne. Non, mais par rapport à la difficulté de répondre. Vous voyez bien l'argument, il est assez simple. Hein. Les livres de Hayek ont été écrits dans les années 40, 50 et 60, donc l'objectif c'est ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Et de l'autre côté du rideau de fer, qu'est-ce qui se passe? On fait la queue pour acheter du pain. Tout simplement, c'est ça. Parce que l'autre modèle, c'est le welfare. C'est aussi contre ce qui se passe au Chili d'Allende, contre ce qui se passe... Bien sûr, c'est l'idée que l'État social contracte la production. Il introduit une irrationalité, l'exemple des producteurs de lait, par exemple. Oui, mais donc c'est la question de la société productiviste. Alors là, tout à l'heure, sur cette question de la société productiviste, vous avez introduit la question de la destruction de la nature. Mais la société productiviste, c'est aussi le fait d'indexer la qualité de la vie à la quantité des choses consommées, plutôt que de les indexer à la qualité des choses vécues. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Non, mais pour la critique normative, oui, le modèle hayeckien est un modèle qui a 50 ans d'âge, au moins, donc il est en retard sur les problèmes actuels qui se posent, c'est indéniable. Mais le problème, c'est sa puissance de conviction aujourd'hui. Il a une puissance de conviction. Tous nos gouvernants sont victimes, y compris les de gauche. Vous avez soulevé énormément de questions dans votre exposé. Alors pour revenir à Hayek, en fait, il y a une position idéologique et normative chez Hayek qui n'est pas confrontée à la réalité des systèmes économiques. C'est-à-dire qu'il pense le marché comme étant un absolu parfait, sans régulation étatique. Or, pour revenir à ce que disait André tout à l'heure, je crois qu'il faut en finir une fois pour toutes avec l'expression subliminale « les économistes ». Parce qu'il y a, comme en histoire, comme en philosophie, il y a une quantité de courants. Il y en a un en France qui a une originalité qu'on appelle l'école de la régulation,
qui a montré qu'on ne dit pas le capitalisme, mais les capitalismes, et qui a eu des formes subtiles, variées, le modèle anglo-saxon, le modèle scandinave, le modèle allemand, le modèle latin de capitalisme, dans lesquels, au fond du fonctionnement du système, il n'y a pas la rencontre de volonté libre d'individus rationnels maximisant leur choix, comme le veut Hayek, et donc pas d'intervention de l'État. Il y a à la base des institutions qui régulent le marché, et que même lui-même, le marché, il est une institution. De plus en plus, on le constate. Donc, il faut faire attention quand on dit les économistes, parce qu'effectivement, nous avons une doxa, hein, nous avons une orthodoxie économique. Le dernier bouquin qui est sorti là sur le négationnisme économique de Cavis Belberg, il montre bien. Il faut être très prudent, parce qu'en fait, cette école-là, elle a le pouvoir académique en France aujourd'hui. Et donc, le débat, il est biaisé complètement. Alors qu'Aglietta, Boyer, Lordon, d'autres ont montré effectivement que le marché repose sur une série d'institutions. Et pourquoi? Parce qu'il y a un point que vous n'avez pas soulevé dans votre travail, mais bon, c'est pas une critique que je vous fais, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus une organisation que je qualifierais peut-être citoyenne de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a trois secteurs. Le secteur capitaliste, privatif et recherche, bon, on sait l'accumulation privée, la recherche du profit, la conquête du marché, etc. Il y a le secteur public étatiste, l'éducation, la sécurité, et de plus en plus, il y a le secteur, n'oublions pas, de l'économie sociale et solidaire, qui représente mutuelle, coopérative, qui représente un poids croissant dans l'économie française et qui adopte à la fois des règles de l'économie de marché et de l'économie étatique ou publique, et qui ne poursuit pas les mêmes intérêts entre une compagnie d'assurance privée et les mutuelles. La logique, elle n'est pas la même. Donc, je pense que, au contraire, les économies de marché sont de plus en plus complexifiées. Et donc, on ne peut pas parler du capitalisme en tant que tel et du marché en tant que tel. En fait, quand je vous ai écouté, et ce n'est pas du tout une critique hein, de ce que vous dites, je pense que vous avez développé une approche que l'on pourra appeler, qui n'est pas péjorative d'ailleurs, radical socialiste de la Troisième République, du libéralisme social bien tempéré, celui qu'on trouve chez John Rawls, c'est John Stuart Mill, hein, qui vise en fait à une politique de redistribution une fois que le marché, encadré par des institutions et des règles, le marché n'est jamais libre, c'est une utopie complète, hein, ça n'existe même pas à l'échelle européenne, une redistribution une fois que les richesses ont eu lieu. Alors que le socialisme se voulait au contraire une théorie de la distribution des richesses au départ. Au départ et des revenus. Donc, comment penser aujourd'hui le modèle républicain dans une nouvelle articulation État-marché? Quelle créativité ce modèle doit-il avoir dans un contexte contraint, inévitable, d'ouverture, de globalisation et de mondialisation? Et puis une petite remarque, j'arrête ici, John Rawls, il développe le principe d'égale liberté et le principe de différence, mais il dit en fait que les inégalités n'ont pas de profiter à tous, mais doivent profiter aux plus défavorisés. C'est ça le principe. Alors, oui, non, je suis bien d'accord sur cette idée. Je ne pense pas qu'il faille se placer dans la perspective d'une économie redistributrice. Je pense effectivement que ce dont nous avons besoin, c'est un ordre juridique et légal qui, a priori, interdit des concentrations excessives de richesses. En particulier, par exemple, des lois sur les successions, mais d'autres dispositifs aussi. Je sais que Rawls aussi, par exemple, est partisan non pas d'un État social-démocrate redistributeur, mais de ce qu'il appelle, lui, une démocratie propriétaire, c'est-à-dire qu'il voudrait fragmenter la propriété et la redistribuer de façon beaucoup plus large au sein de notre corps citoyen, que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il existe des modalités d'adaptation au capitalisme, ou d'adaptation du capitalisme aux besoins d'indépendance des individus, en particulier des écoles qui prônent une certaine forme de régulation. Je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait que le marché lui-même est une institution. Ça a été montré en particulier par Karl Polanyi dans La Grande Transformation, un livre très très important. C'est tout à fait juste et qu'il n'y a pas de marché pur, mais il y a une idéologie du marché pur. Et celle-ci me semble très très présente. Il y a une idéologie du marché pur qui est très nocive, mais je suis d'accord avec vous, et je pense que ça c'est un héritage en particulier de Polanyi, sur l'idée que les sociétés de marché pur sont des contradictions dans les termes. Ça c'est absolument clair. Mais aujourd'hui nous sommes pris justement par une sorte de
comment dire, de tenaille dans lequel l'idéologie du marché pur fonctionne, et ce à quoi l'idéologie du marché pur donne naissance, c'est à une pratique de la prédation par les grands acteurs économiques qui sont capables d'enrôler l'État à leur service. Donc l'idéologie du marché pur est en fait un outil qui sert à introduire cette forme de régulation absolument inédite qui, si on la met à nu, n'a aucune légitimité, bien entendu, qui est une pure violence, en fait, une pure prédation, sous le couvert, justement, d'une idéologie. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il y a une divergence entre les arguments, comment dire, intellectuels et la réalité à laquelle ces arguments intellectuels donnent naissance, sous couvert de marchandisation. Par exemple, je lisais très récemment des exemples sur la façon dont, aux États-Unis, le marché est introduit dans l'éducation primaire et secondaire. Ce qui se passe, c'est qu'on regarde quels sont les résultats que les élèves obtiennent à des tests qui sont des tests de fin de scolarité. Si ces résultats ne sont pas suffisamment bons, on envoie un administrateur qui est chargé de remettre les choses sur les rails, c'est-à-dire au fond de faire rentrer de l'argent par tous les moyens possibles dans l'école, et si on n'obtient pas une profitabilité, c'est-à-dire un ratio entre l'argent investi et les résultats obtenus, on ferme l'école, tout simplement. Donc ça c'est une pure violence, disons, une pure violence. Même chose, par exemple, pour les municipalités, on l'ignore, la municipalité de Ferguson, par exemple, où ces émeutes raciales se sont produites, est une municipalité en déficit, parce que les gens qui l'habitent sont pauvres. Alors on envoie un administrateur qui est chargé de renflouer les finances publiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il prononce que la part remplie dans le budget municipal par la perception des amendes doit passer de 10 à 25%. Qui sont les victimes? Évidemment. Donc ça, ce sont des mécanismes de marchandisation ou de fausse privatisation. Ce n'est pas le marché qui joue ici. C'est simplement une forme de violence immédiate, d'extorsion, tout simplement. Même chose pour des services publics qui sont concédés à des acteurs privés, soi-disant privés, qui sont en fait en situation de monopole. Le client, lui, n'a pas le choix de porter sa clientèle à d'autres entreprises. La situation de monopole bénéficie entièrement à l'entreprise prestataire. Et là, c'est une fausse privatisation, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Mais c'est sous couvert de l'idéologie du marché que ce genre de réalité s'introduit. Oui, enfin, moi j'aimerais vous interroger pour savoir s'il n'y aurait pas une contradiction entre la République dans l'ordre politique, dont les fondements, si j'ai bien compris, reposent sur la citoyenneté, la liberté, l'égalité, la fraternité, et d'autre part le capitalisme dans l'ordre économique et social, dont les fondements reposent sur le patronat et le salariat, avec pour base, non pas disons forcément en premier lieu la vente de la force de travail du salarié vis-à-vis du patron, mais le lien de subordination juridique, c'est-à-dire le salarié se met sous la subordination du patron et donc il aliène sa liberté. Dans ce cadre contractuel, il n'est plus totalement un citoyen. Alors c'est très important comme remarque, je voudrais vous répondre. Il y a un livre récemment paru d'Alain Supiot qui s'appelle « La gouvernance par les nombres », où justement il soulève cette question, c'est-à-dire c'est un spécialiste du droit social, donc il montre que le droit social a œuvré dans le sens que j'ai indiqué un petit peu dans mon exposé, pour compenser les effets de dépendance que le marché engendre, mais il dit ce qui est resté absolument à l'abri de toute espèce de compensation, c'est l'exercice effectivement de la subordination dans le cadre lui-même du procès de travail. C'est-à-dire l'exécution des tâches demeure sous l'autorité du propriétaire de l'entreprise et de celui qui commande le processus de travail. C'est un problème absolument clair et qui reste comme un nœud aveugle dans toutes les pensées qui cherchent à combiner, si on veut, un ordre de marché et un ordre de liberté. Je suis d'accord avec vous, c'est un problème. L'autre problème, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction absolue, parce que au contraire, disons, de ceux qui pensent qu'une république, Petite a été citée par Madame Vanish, ceux qui pensent que la tâche d'une république, c'est de promouvoir ce qu'il appelle maximiser la non-domination. Je ne pense pas que ce soit le cas. C'est-à-dire que tous les ordres marchands que nous connaissons sont des ordres dans lesquels il y a de la contrainte. Forcément, il y en a, et celle que vous évoquez existe. Ils sont même fondés là-dessus, c'est-à-dire c'est fondé sur l'idée que nous vivons dans un système dans lequel, grâce à certains instruments, certains individus peuvent
contraindre d'autres individus à se conduire comme ils ne se conduiraient pas s'ils avaient le choix. C'est absolument clair. Mais ce que l'on cherche à faire, c'est à diminuer cette contrainte, à la réduire. Pas absolument, c'est pas possible, mais à la limiter. On comprend bien aussi, je pense que c'est assez facile à comprendre, que plus vous limitez cette contrainte, plus vous limitez l'emprise de l'ordre marchand, plus vous limitez sa productivité, tout simplement. C'est l'argument des défenseurs de l'ordre marchand. Or, il y a une forme de liberté, je pense qu'on peut défendre cette idée, une forme de liberté qui consiste à avoir accès à des moyens de consommation. Donc, ce sont des impératifs qui doivent s'équilibrer. Nous avons besoin d'une démocratie pour dire quelles sont les contraintes que nous acceptons de subir, quelles sont celles que nous n'acceptons pas de subir, quelles sont les formes de limitation de la recherche du profit que nous voulons et que nous estimons compatibles avec le projet social que nous avons. C'est un problème d'équilibre entre contraintes que nous voulons bannir, contraintes que nous acceptons de subir. L'œuvre de la démocratie devrait être celle-ci, une réflexion sur comment balancer des impératifs qui ne sont pas parfaitement compatibles, un ordre marchand et l'impératif consistant à échapper à la domination, ou à la contrainte, ou à la dépendance. Mais l'ordre marchand comporte de la contrainte, il est fondé là-dessus. C'est pour ça que je citais cette définition sur l'idée que la propriété, par définition, est un instrument de contrainte. Voilà. Je crois qu'il faut... Oui. Une dernière question. Allez, on prend. Le micro. Alors, par contre, dans votre exposé, vous n'avez pas abordé la question de la subordination des patrons au marché financier. Alors, est-ce que, en parallèle à tout ce capitalisme dont on a parlé, est-ce qu'on n'est pas dans une étape différente par rapport aux études du début du XXe siècle, etc. Où, enfin, j'ai l'impression qu'on n'est plus à l'époque du capitalisme avec le patron qui subordonnait ses employés, mais que le patron lui-même est subordonné à un autre problème encore plus international, c'est le problème du marché financier. Je voulais savoir quelle était votre vision de ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement les données du problème. C'est-à-dire, dans une société comme celle-ci, comme dans des sociétés du passé, il y a des acteurs qui sont situés à certains endroits, ils ont la main sur certaines ressources qui leur donnent le pouvoir sur d'autres acteurs. Alors, ça peut varier. Dans le capitalisme industriel, c'est la main sur l'instrument de production. Aujourd'hui, c'est la main non seulement sur l'aspect financier, mais aussi sur certaines ressources en matière de savoir, d'information et ainsi de suite, qui sont très très importantes. Ce qui est important dans une société, c'est qu'il y a des lieux où le pouvoir existe. C'est-à-dire il y a des gens qui sont situés à certains nœuds de la société et qui, parce qu'ils occupent ces nœuds, peu importe comment, ils ont du pouvoir sur d'autres. Ils conditionnent les actions des autres. Alors, les lieux changent, bien sûr, parce que la configuration de la société change, mais fondamentalement, le problème reste le même. C'est le problème du fait que certains acteurs disposent d'un pouvoir de faire agir les autres, tout simplement. Et ceci ne se modifie pas de fond en comble. Le lieu change, la nature du pouvoir change. C'est sûr, aujourd'hui, des gens qui disposent, par exemple, d'innovations technologiques extrêmement précieuses ont un pouvoir qu'ils n'auraient pas eu il y a 50 ans. Mais le phénomène de la domination, c'est-à-dire la capacité d'affecter les autres, leur existence, demeure. Même si... Bien, merci donc à Jean-Fabien Smith. Encore Non, c'est bon. On finit. Ok. Et donc, retour à 14h pour la